Alors, aujourd'hui, vidéo sur la correction des exercices du chapitre 5 sur la quantité de matière. Je vous ai donné une série d'exercices et voici donc la vidéo pour les corriger. Alors, on va commencer par le numéro 2, page 91, où il faut déterminer la masse d'une molécule d'eau. Voilà. Alors, le numéro 2. Dans l'exercice numéro 2, donc, la masse d'une molécule d'H2O, eh bien, c'est la somme des masses des atomes qui composent cette molécule. Donc on a 2 fois la masse d'un atome d'hydrogène plus 1 fois la masse d'un atome d'oxygène. On regarde les données du texte, on vous donne les valeurs des masses d'hydrogène et d'oxygène, ce qui nous fait 2 fois 1,67 fois 10 puissance moins 27 plus 2,67 fois 10 puissance moins 26 et à la calculatrice je trouve à peu près 3 fois 10 puissance moins 26 et ne pas oublier l'unité kilogramme. Voilà pour l'exercice 2, assez simple. Exercice numéro 4. Dans l'exercice numéro 4, il fallait déterminer le nombre d'atomes de cuivre présents dans un échantillon. Donc le nombre d'atomes de cuivre, donc toujours penser à mettre en indice l'élément, ça simplifie les calculs. Donc le nombre d'atomes de cuivre, c'est la masse de l'échantillon divisé par la masse d'un atome de cuivre. Et là, on saura combien il y en a dans l'échantillon. C'est-à-dire 60 grammes. Pourquoi j'ai fait 60 grammes? Je me suis trompé d'exercice sûrement. Oui, c'est pas 60 grammes, pardon. Je me trompe d'exercice. Donc c'est 1,05 kg. Donc 1,05 kg divisé par 1,06 fois 10 puissance moins 25. Et ça nous fait à peu près du 9,9 fois 10 puissance 24. Alors là, il n'y a pas d'unité, mais on peut mettre que c'est un nombre d'atomes de cuivre. Voilà. Et voilà. Donc exercice suivant, exercice 5, c'est là où il y a les 60 grammes justement, donc je me suis trompé de ligne quand j'ai lu ma correction. Donc exercice numéro 5, il faut déterminer le nombre de molécules d'eau contenues dans le verre. Alors déjà, il faut calculer la masse de l'échantillon, donc la masse d'eau. Donc la masse d'échantillon, eh bien, vous faites la différence entre les masses des deux balances et vous avez la masse d'eau. Donc masse d'échantillon, c'est 180 moins 120 grammes, c'est-à-dire 60 grammes. Voilà, le 60 de tout à l'heure, il venait de là. Et même formule, le nombre de molécules, N de H2O, c'est égal à la masse d'échantillon sur la masse d'une molécule d'eau. On aurait pu prendre la valeur qu'on a trouvée ici au petit 1, mais il nous en donne une autre qui est sensiblement la même. Alors attention aux unités, la masse ici de l'échantillon c'est 60 grammes, et si on laisse 60 grammes comme ça, et si on met la masse d'eau à 3,01 fois 10 puissance moins 26, en bas c'est des kilogrammes, et en haut des grammes, donc ça ne va pas. Donc il faut mettre fois 10 moins 3 en haut. Pourquoi 10 moins 3? Parce que 1 gramme, je vous le mets ici, 1 gramme est égal à 10 moins 3 kg. 1 gramme, c'est un millième de kilogramme. Donc 10 moins 3. Voilà, donc si on fait l'opération avec la calculatrice, je trouve 1,99 fois 10 puissance 24. Et là, c'est un nombre de molécules d'eau. Voilà.
Alors vous êtes pas obligé de le mettre, hein. Mais bon, je le mets pour vous, pour que tout le monde comprenne. Voilà pour l'exercice numéro 5. Exercice numéro 6 maintenant. Alors, numéro 6. Exercice numéro 6, on a des projectiles de plomb pour une épreuve de biathlon. Il faut calculer, il faut vérifier que le nombre d'atomes de plomb a une certaine valeur dans un des projectiles. Donc on calcule, toujours pareil, N. Alors pour le plomb, NPB est égal donc à la masse de l'échantillon d'un projectile divisé par la masse d'un atome de plomb qu'on vous donne dans les données. Et donc ça nous fait 2,5 10-3 divisé par la masse d'un atome de plomb, c'est-à-dire 3,44 fois 10 puissance moins 22. Et ça nous fait du 7,27 fois 10 puissance 18 atomes de plomb. On peut mettre un atome de plomb. Et donc 7,27 fois 10 puissance 18, c'est à peu près égal donc à 7,3. Ah oui, je me suis trompé là. 22. Je me suis trompé quelque part. Où est-ce que je me suis trompé? Donc 2,5 grammes. Donc là, on reste en grammes. Ah oui, voilà. Donc là, je me suis trompé. Il ne fallait pas mettre ici 10-3. Donc je prends le. Tiens, je vais m'auto-corriger. Alors je me suis trompé. Comment j'ai fait pour voir que je m'étais trompé? Vous voyez, ça c'est en direct. Donc c'est très bien. Alors, je vais finir ici. Voilà. Ça, c'est ma réponse. 7,27, c'est à peu près 7,3 et 10 puissance moins 18. Et si on regarde le texte, eh bien, on voit que c'est 7,3. On va se mettre en rouge. Donc, ça devrait être égal à 7,3 fois 10 puissance 21. Vous voyez que là, j'ai pas pas la même puissance de 10. D'ailleurs, il y a une différence de 3, 10 puissance 3. Donc, voilà. Donc, le problème, il est ici. Pourquoi? Eh bien parce que ici, le 344 fois 10 puissance moins 22 qu'il y a dans les données, je n'ai pas fait attention, il est en grammes. Or, généralement, une masse est en kilogrammes pour les atomes, mais bon. Là, ils ont voulu nous piéger et j'ai été piégé. Et donc, ici, c'est en grammes. Et là, le 2,5, j'ai mis 10-3 parce que 2,5, c'est la masse en grammes. Donc, je me suis dit, tiens, comme c'est en kilogrammes, je mets 10-3. Mais là, c'est pas en kilogrammes, c'est en grammes. Donc, ça aussi, il faut que ce soit en grammes. Donc, je raye ça. Et donc si j'enlève le 10-3, eh bien je ne vais pas obtenir 18, je vais obtenir 21. Et là, 21. Et donc là c'est cool, parce que je retrouve bien la valeur du texte. Vous voyez, une petite autocorrection en direct, ça fait pas de mal. Petit 2. Petit 2 de cet exercice numéro 6. Calculer la quantité de matière de plomb contenue dans un projectile. Donc là c'est la première fois qu'on utilise cette formule-là. Donc quantité de matière, c'est la nouvelle grandeur qu'on appelle grand N. Et grand N, c'est la quantité d'atomes de plomb sur le nombre d'Avogadro qu'on a vu dans le cours. Et donc là, ça nous fait donc du 7, alors on va prendre du 7,27 fois 10 puissance, attention, 21, divisé par le nombre d'Avogadro, à savoir 6,02 fois 10 puissance 23. Voilà. Et donc ça nous donne, que je ne me trompe pas d'exercice, 1,21 fois 10 puissance moins 2. Et attention, l'unité de cette grandeur, c'est des moles. Voilà pour l'exercice numéro 6. Exercice numéro 7. Exercice numéro 7. Il faut exprimer le nombre de molécules, N. Eh bien, N, c'est égal à petit n fois Na. Vous prenez la formule qui est ici et vous la retournez. Ça nous donne donc quantité de matière, on vous dit que c'est 6,6 fois 10 puissance moins 3 mol.
Le nombre d'Avogadro, il vous sera toujours donné, 602 fois 10 puissance 23, et on obtient une quantité donc de molécules de paracétamol égale à 3,97 fois 10 puissance 21. Et ça, c'est un nombre de molécules de paracétamol. Voilà pour l'exercice numéro 7. Il va nous rester deux exercices à corriger, qui est un petit peu plus dur. Exercice numéro 9 et exercice numéro 12. Alors on va commencer par le 9 du coup. Alors, numéro 9. Dans cet exercice, on va sur les traces d'Avogadro et justement comment il a fait pour savoir la masse et surtout la quantité d'une mole. Alors, première question avec l'atome de carbone. L'atome de carbone, son écriture symbolique c'est C612 et on vous demande la constitution du noyau de l'atome. On a déjà fait ça. Donc, dans le noyau de l'atome de carbone, il y a 6 protons parce que Z est égal à 6. On l'a déjà fait il y a quelques temps. On était encore en classe ensemble, donc oui, c'était il y a longtemps. Et il y a aussi 6 neutrons, car les neutrons, c'est égal à A moins Z. Voilà pour la première question, quelque chose qu'on a déjà fait. Deuxième question, déterminer la masse d'un atome de carbone. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs formules, mais regardez les données, on vous donne la masse d'un nucléon. La masse d'un atome de carbone, c'est égal à A fois la masse d'un nucléon, quel qu'il soit. Et ça, on l'avait vu en classe. Or, A, c'est égal à 12. La masse d'un nucléon, c'est 1,67 10 puissance moins 27 kg. Et ça va nous donner du 2 fois 10 puissance moins 26 kg. Donc ça, c'est la masse d'un atome de carbone. Et donc, il faut vérifier la constante d'Avogadro, qui est le nombre d'atomes de carbone contenus dans une certaine masse d'échantillon. Donc, ce nombre n, donc ça va être à la masse de l'échantillon sur la masse d'un atome de carbone. Masse de l'échantillon, c'est 0,0120 kg, c'est ça. Je vérifie maintenant. Et là, on est sur du 2 fois 10 puissance moins 26. Et ça nous donne du 6 fois 10 puissance 23, qui est à peu près égal au nombre d'Avogadro. Voilà. Donc, quatrième question, qui est vraiment dure, je trouve. J'ai eu un peu de réflexion pour ma part. Pourquoi dit-on que la masse d'une mole d'atome est environ égale au nombre de nucléons exprimé en grammes? Alors ça, c'est un petit peu la fin du chapitre sur cette quantité de matière, où je vous amène au programme de première, d'abord, première spécialité, avec les masses molaires, c'est-à-dire la masse de une mole. Et la masse molaire, c'est ce qu'on a dans le tableau périodique avec le A, le grand A, ce qu'on appelle le nombre de masses. Et donc, l'idée, c'est d'expliquer ça. Pourquoi, par exemple, la masse molaire du carbone, c'est 12 grammes pour une mole. Pourquoi la masse de l'oxygène, c'est 16 grammes par mole. Donc, en fait, le nombre de masses. Eh bien, pour ça, il faut essayer de calculer combien vaut la masse de une mole de nucléon. Une mole de nucléon. Un paquet d'atomes. Bon, une mole de nucléon, c'est égal à la masse d'un seul nucléon fois combien j'ai de particules dans une mole, c'est-à-dire le nombre d'Avogadro. Et bien ça fait 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg fois 6,02 fois 10 puissance 23. Et là, on trouve 1 fois 10 moins 3
kg, c'est-à-dire 1 gramme. C'est-à-dire que lorsqu'on passe de l'unité d'un nucléon, c'est-à-dire à 1 nucléon jusqu'à 1 mol de nucléon, eh bien à chaque fois, 1 mol de nucléon, c'est 1 gramme. Donc si j'ai, et c'est le cas dans le carbone C612, 12 nucléons, ça va faire du 12 grammes. Par exemple, le chlore, peut-être pas le chlore, mais bon, on va faire l'oxygène, O816, j'ai 16 nucléons, et bien sa masse, c'est 16 grammes pour 1 mol, etc., etc. Donc, 1 mol de nucléon, 1 gramme. Voilà, donc un peu compliqué. Effectivement, si on était ensemble en classe, je vous l'expliquerai peut-être un peu plus longtemps, et vous pourriez poser des questions. Voilà pour l'exercice 9, et on va finir avec l'exercice numéro 12 sur un fait historique véridique. Ça s'est vraiment passé. Les armées de Napoléon qui sont allées sur la campagne de Moscou, c'est ça, je crois, il y avait quelques petits problèmes de vêtements. Et donc on va étudier l'étain, de symbole SN. Et donc on va calculer d'abord la masse d'un atome d'étain. Voilà, donc la masse d'un atome d'étain, masse de Sn, c'est égal à grand A fois la masse d'un nucléon. Voilà. Et on vous dit que grand A égale à 119 pour l'étain. Et la masse d'un nucléon, c'est toujours 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg. Et ça nous donne une masse d'étain égale à 1,99, c'est-à-dire à peu près 2 fois 10 puissance moins 25 kg. Voilà, donc 2 fois 10 puissance moins 25 kg. Deuxième question, un bouton en étain à une certaine masse détermine la quantité de matière N. Donc pour ça, il faut d'abord calculer le nombre d'atomes Sn d'étain, c'est-à-dire la masse de l'échantillon sur la masse d'un atome d'étain, qu'on a calculé tout à l'heure ici. Donc l'échantillon fait 250 grammes, donc 250 fois 10 moins 3. Ici, on est la masse de l'étain, on l'a calculé, c'est 1,99 fois 10 puissance moins 25. Comme ça, je sais combien je vais avoir d'atomes d'étain dans mon bouton. Et je trouve 1,26 fois 10 puissance 22. Et là, je vais calculer la quantité de matière, N, qui est égale donc à N de Sn sur Na. Na étant la constante d'Avogadro. Donc ça fait du 1,26 fois 10 puissance 22 divisé par Avogadro, 6,02 fois 10 puissance 23. Et je trouve une quantité de matière donc de 0,02 mol. Question numéro 3. Élaborer un protocole expérimental permettant de déterminer la masse volumique de l'étain. Et on dispose d'un bouton et d'une éprouvette graduée. Donc ça, c'est un TP de 5e. Franchement, je faisais ça il y a des 5e il y a 5 ou 6 ans. Bon, peut-être un peu plus. Vous avez tout simplement une balance ici avec une éprouvette graduée et un certain volume. Donc la balance vous donne la masse M1 pour l'éprouvette et un volume V1 d'eau. Et du coup, vous mettez votre bouton dedans, dans l'éprouvette graduée. Voilà, donc ça c'est le bouton. D'accord, donc on a un certain volume ici qui est égal à V2 et une certaine masse qui est égale à M2. Donc pour l'étain, la masse de l'étain, ça va être égal à M2 moins M1 et le volume de l'étain, c'est égal ici à V2 moins V1. Et du coup, on peut calculer la masse volumique de l'étain. C'est égal à la masse de l'étain sur le volume de l'étain. Et là, c'est égal à
qu'elle n'a rien, il n'y a pas de valeur. En fait, voilà, la formule est là. Et enfin, quatrième question, on vous dit d'expliquer pourquoi les boutons se sont désagrégés lors de la retraite de Russie. Eh bien, tout simplement, on peut voir que lorsqu'on passe à une température qui est égale à moins 12 degrés Celsius, eh bien, la structure de l'étain fait que la masse volumique diminue. Donc, on a la masse volumique qui diminue. Elle passe de 7,3 à 5,8. Voilà. Donc, on a l'impression que le bouton se désagrège. Il ne se désagrège pas, il rétrécit. C'est tout. Donc il pèse moins lourd, il est plus petit, il prend moins de place. Normal, le froid rétracte. Bon, par contre, le problème, c'est que du coup, les pantalons, ils fermaient plus, quoi. Parce que le bouton était trop petit. Donc, bouton trop petit. Et donc, les uniformes ne ferment plus, tout simplement. Voilà pour les corrections de ces exercices de ce chapitre. Voilà, si vous avez des questions, on fera une classe virtuelle donc mercredi matin. Voilà, bonne journée à tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.